Finta. Hiver 1884, 6 heures du matin, après 38 jours de traversée de l'Atlantique, 162 Aveyronais descendent du train de nuit en gare de Pigüé, à 600 km de Buenos Aires. Fuyant la misère du pays, ils se sont embarqués dans une folle aventure sans retour, emportant sous leurs bras les affaires d'une vie et tous leurs espoirs pour une vie meilleure. C'est ce bout d'histoire de l'Aveyron que je vous propose de découvrir ou redécouvrir dans un documentaire sonore inédit de Finta, en 3 épisodes. Et l'Aveyronais, pour moi, il dépasse pas Requista. Eh ben non. L'Aveyronais, quand il prend son élan, il peut sauter un océan. Alors, attention, il faut le replacer dans un contexte. Et donc, ce 19e siècle, le phylloxéra, les restes de la guerre, ces familles nombreuses, cette terre aveyronnaise qui ne peut pas nourrir tous ses enfants, et cet aventurier de Clément Cabanette qui propose un truc, d'aller cultiver une terre qui ressemble à l'Aubrac. Il y a juste un petit souci, il y a 14 000 kilomètres, ils n'ont jamais vu la mer, ils ne savent pas nager. Depuis l'arrivée des premiers colons aveyronnais, 5 voire 6 générations de descendants sont nées. Entre chaque génération, ce sont des morceaux d'histoire qui s'érodent et se distendent. Et si les 2 guerres mondiales ont été des ruptures fortes, accélérant l'assimilation des colons dans la nation argentine, des signes tenaces persistent dans la ville même de Pigüé, comme des totems rappelant la présence française. Pour le centenaire de la création de la ville en 1984, une délégation de 300 Aveyronnais a fait le déplacement en présence du président argentin. 3 ans plus tard, c'est François Mitterrand qui rendra hommage aux colons aveyronnais. Forcément, l'histoire fascine. Et aujourd'hui, qui sont ces jeunes Aveyronnais qui chaque année partent sur les traces de leurs ancêtres en sac à dos ? On retrouve Xavier Palouse qui nous a guidés dans le premier épisode de la série et dont le père, Jean Raymond, a fondé l'association Rouergue Pigüé alors qu'il était maire de Saint-Côme-d'Olt en 1984. Alors moi, quand il était question de partir à Pigüé, je me suis vraiment un peu plongé dans le... Mais pas forcément que dans l'histoire de Pigüé, vraiment dans l'histoire argentine. Pour moi, c'est l'Amérique. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas été déçu, c'était l'Amérique. L'Amérique du Sud, mais c'est l'Amérique. C'est-à-dire que c'est... d'abord, c'est loin déjà. Et donc l'Amérique, parce que les villes ont un plan en damier. À Pigüé, c'est typique, mais toutes les villes là-bas sont construites un peu sur le même modèle, avec de larges avenues, un système en quadras. Ce sont des blocs de 100 mètres de côté. Et tout est démesuré. La taille moyenne d'une exploitation dans les années 80 en Aveyron, c'était, je crois, 22 ou 24 hectares. Là-bas, c'est 250 hectares. Caroline Puel et Rémi Nolorgue, jeunes couples trentenaires, sont partis, sac à dos, sur les traces de cette histoire qui les fascinait. C'était en 2016, sur le chemin d'un road trip latino-américain. Ouais, moi depuis toute petite, en fait, ma grand-mère, elle m'a toujours parlé des cousins argentins. Donc ma grand-mère, elle aurait eu 93 ans cette année. Elle est décédée l'an dernier, malheureusement. Mais depuis que je suis petite, j'entends parler des cousins argentins, quoi. Donc elle m'a toujours dit qu'elle avait des cousins qui étaient partis à Pigüé, qu'elle avait pas forcément connu, mais qu'elle avait de la famille à elle qui était partie à Pigüé, quoi. Donc j'en savais pas plus. Mais sans avoir essayé de les retrouver ou quoi. Non. Juste. On savait ça, quoi. On savait qu'elle a la famille là-bas, mais pas plus, quoi. Ouais, on n'en savait pas plus. Mais moi, ça m'a toujours intriguée, quand même. Ouais, je pense qu'ils étaient partis. Alors, peut-être pas dans les premiers, peut-être pas la première vague, mais ils sont partis très tôt, ouais. Très tôt, et elle m'a toujours parlé de Cabanette, qui avait aidé à faire repartir tous ces gens-là, quoi. Mais c'était quand même très flou. Ouais. Elle savait pas trop l'expliquer, quoi. Enfin, elle savait pas, c'était pas précis. Mais elle savait qu'ils étaient partis, mais... Voilà, pas plus, quoi. Ouais. Elle en entendait parler, on savait qu'il y avait des courriers qui s'étaient un peu échangés. Pas directement avec elle, mais ses parents, enfin, la famille un peu éloignée, quoi. Juste ça. Mais moi, ça m'intriguait, on a toujours aimé voyager. Et je me suis dit, un jour, je vais aller à Pigüé, voir qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi. Qu'est-ce que c'est Pigüé, enfin, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a des Aveyronnais qui sont partis en Argentine à cette époque-là. Enfin, ça me paraissait complètement invraisemblable, quoi. En tant qu'Aveyronnais, je sais pas, c'est quelque chose qu'il faut... J'avais l'impression qu'il fallait y aller, quoi. Ouais.
le passage incontournable. T'es en Argentine, tu vas à Pico. Elle nous disait qu'à l'époque où ils étaient partis, bah oui, c'était galère à Durenque, au fin fond de la campagne avéronaise, c'était dur de s'en sortir, quoi. Et que, alors moi, mes arrière-grands-parents n'étaient pas agriculteurs, donc ils avaient des métiers manuels, donc ils s'en sortaient peut-être un peu mieux. Que oui, ils étaient partis parce que c'était un peu... c'était trop compliqué de survivre en Aveyron. Et moi, c'est ça qui m'impressionne. En fait, je me dis, mais ces gens-là, nous, aujourd'hui, tu pars en Argentine, nous, on a pris l'avion, en 10 heures, on y était, quoi. C'est facile. Hein. T'as un passeport, tu passes, tu réserves tes billets sur Internet. Eux, ils sont partis. Enfin, t'avais pas de moyen de communication. Tu vois ce que tu dis tout à l'heure, sur le bateau, tu passes un mois sur un bateau. Enfin, déjà, tu pars, tu te dis, waouh, ça va être l'aventure. Mais eux, pour moi, c'est inimaginable d'avoir fait ça, quoi. Tu prends ta valise, t'abandonnes tout, et tu pars sans moyen de communication avec ceux qui restent sur place. Hein. Donc ça me paraît... Je pense que il fallait un courage... Parce qu'ils savaient ce qu'ils perdaient. Alors c'était peut-être la misère ici, mais ils savaient ce qu'ils perdaient, mais ils savaient pas ce qu'ils avaient là-bas. Et la preuve, il y en a qui sont arrivés... ça a été compliqué, quoi. C'était pas tout à fait ce qu'on leur avait promis, je pense. Donc ils sont arrivés là-bas. Je pense qu'il fallait un courage de fou. Vraiment très très déçu. On est arrivé là-bas, on a dit presque qu'il y aura des panneaux bienvenue à Pigoué. Vous êtes Aveyronnais? Non, en fait on est arrivé, on avait galéré avant parce qu'on voulait aller autre part. En fait Marcelo nous attendait le mercredi, je crois, et on est arrivé un jour avant, mais on savait pas où on dormirait là-bas parce qu'on avait voulu faire une étape ailleurs en Argentine, mais en fait c'était pas bien. Du coup on a dit bon, tant pis, on part à Pigoué plutôt que prévu, et personne nous attendait là-bas, quoi. Marcelo il était même pas au courant qu'on arrivait plus tôt, je pense. Et du coup, on est arrivé là-bas, on est passé par l'office de tourisme. L'office de tourisme. Et la fille, on nous dit, bon, on cherche à dormir à quelque part et tout. En plus, on est Aveyronnais, rien à secouer. Elle avait pas aucun rapport avec le truc, quoi. Elle a dit, ok, ça fout. On était un peu déçus. En fait, on s'attendait à être un peu accueillis. On avait eu des échos qu'il y avait des gens qui avaient été à Pigoué et qu'ils avaient été accueillis comme des Aveyronnais, c'est énorme, quoi. Et en fait, nous, on est arrivés. Vous êtes français, c'est cool, mais. Pas plus. Mais pas plus, quoi. Vous voulez dormir quelque part, ok, on va pas vous aider. Débrouillez-vous et prenez une chambre d'hôtel, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, justement, on arrive à choper cette chambre d'hôtel, on marche dans les rues de Pigoué. Et on parlait français, on devait parler fort un peu, je sais pas. Et là, on croise une petite mamie qui s'arrête et qui nous dit, mais vous êtes français? Et de suite, on lui dit, oui, on est Aveyronnais. Oh, mon mari était Aveyronnais. Et en fait, grâce à elle, elle nous a de suite reçus chez elle, elle nous a payé à boire, vous avez soif, vous avez faim. Elle nous a raconté toute sa vie, elle a dû passer 17 coups de fil. Et jusqu'à ce qu'elle appelle l'amicale de Pigoué, ils ont dit on arrive de suite, il y a des Aveyronnais, on arrive. Et voilà, après du coup, en fait, de la déception, on est passé à c'était énorme. Après, gros revirement de situation, en fait, quoi. Elle nous a accueillis chez elle nous a payé à boire, à manger. Mais du coup, on a senti l'élan là, du coup, on s'est dit, bon, ok, si en fait, il y a des restes de ce passé Aveyronnais, quoi, quand même. Alors, le truc qui est plus surprenant, c'est qu'on est arrivé, du coup, en train. Alors, moi, ce qui m'avait marqué quand même, c'est que il y a encore on le voit sur les photos, des fois, la vieille gare, en fait, où quand ils sont arrivés là-bas, c'était ce vieille gare-là, au milieu de la pampa, et c'est toujours marqué, Pigoué, les vieux panneaux et tout. On s'est dit, en fait, ça s'est passé là, quoi. Ils sont arrivés là, il y avait rien. Et aujourd'hui, c'est quand même une grande ville développée, urbanisée, tout ça. Je crois qu'il y a 10 000 habitants. Oui, t'as marqué 17 dans le cas aussi. Alors, après... Vas-y. Non, vas-y. Du coup, après, c'est bon, Marcelo revenait de vacances, je crois. Ouais. Donc là, il a dit... Alors lui, il était d'origine italienne, si je me souviens bien. Mais il habitait à Pigoué pour les études, non? Il était prof à Pigoué, non? Je sais plus. Et en fait, il s'était très, très intéressé à comment Pigoué avait été... Alors qu'il n'était pas du tout de souche aveyronnaise, ni quoi que ce soit. Et il connaissait... C'était la Bible, il connaissait les familles, il connaissait qui était qui. Et du coup, il nous a dit, mais alors quelqu'un de la famille ici, et c'est Caro qui... Mais vas-y, raconte. Et je sais plus comment c'est passé. Moi, je dis oui, j'ai toujours... même histoire que ce que je te raconte, j'ai toujours entendu ma grand-mère qui parlait des cousins d'Argentine. Et il me dit, ok, mais écoute, donne-moi ton nom de famille, on va essayer de voir si on connaît quelqu'un, quoi. Et alors, je dis oui, moi, ma grand-mère, son nom de jeune fille, c'était Boudou.
Et là, Gros Blanc, il me dit Boudou. Mais surtout, ici, ne dis pas que tu t'appelles Boudou. En fait, alors je sais plus si c'était le président de l'Argentine ou le premier ministre, s'appelait Boudou. Et il était impliqué dans des affaires un peu sombres, mafia, je pense. Hein. Il était en prison, il fallait surtout pas en parler, quoi. Il m'a dit ne te vante pas ici de t'appeler Boudou. Ok, bon. Et après, il me dit, bon, mais je sais que des Boudous, il y en a aussi dans le coin. Là. Écoute, on va essayer de prendre contact. J'essaye d'avoir un numéro, on l'appelle et on voit comment on peut faire, si on peut le rencontrer, s'il accepte de nous recevoir et tout. Donc, je sais plus, la journée passe et le soir, il nous dit, bon, écoutez, il y a un Boudou pas loin, là. Il est OK pour nous recevoir demain. Est-ce que t'es OK? Est-ce que vous êtes OK d'y aller? Et enfin, si vous voulez, on y va, quoi. Donc, moi, je dis, bah oui, carrément. Peut-être c'est pas de la famille, mais ça sera toujours chouette de le rencontrer, quoi. Après, il y a tellement de Boudou en Aveyron, là-bas aussi. En plus, j'avais la parenté avec le Premier ministre ou le président. On s'est dit, bon, ça coûte rien d'aller le voir, mais bon, sans espoir, quoi. Ouais, il y a peu de chances que ce soit de la famille. Et du coup, donc le lendemain, on part en voiture, là, et donc on sort de la ville, vraiment, on part dans la pampa. Et on arrive sur une piste en terre. Je revois ce grillage avec ce petit portail, un truc, ça payait pas du tout de mine, quoi. Et je me dis, mais où est-ce qu'on va? Donc on descend, on ouvre le portail, on prend une route, mais je sais pas, on fait 3 km sur une piste, quoi. Et on arrive au bout du chemin, et là, un domaine, quoi, une hacienda gigantesque. Alors un truc très vieux. Très esprit colonial, en bois, vraiment la maison coloniale, ouais. Immense. Alors pas abandonné, mais pas en super état non plus, ouais. Mais un truc gigantesque, quoi. Et c'est une femme, du coup, qui nous accueille, qu'elle nous fait rentrer dans la maison. Pareil, une maison, il y avait des trophées de chasse un peu partout, il y avait une tête de lion, enfin, un truc, un peu, on était un peu surpris, quoi. Et là, donc, Roberto qui arrive, un monsieur, je sais pas quel âge il avait, 80 ans, quelque chose comme ça. Donc, il se présente, super sympa, quoi, et il nous dit, mais qui c'est qui est Boudou ici? Et moi, je dis, bah, c'est moi. Ah ouais, mais moi, je suis un Boudou et je suis de Durenca. Et là, moi, ça fait tilt de suite. Ma grand-mère est originaire de Durenca. Donc, je dis, bah, ma grand-mère est de Durenca aussi, donc ça se trouve, c'est de la famille, quoi. Il avait nommé le petit hameau de Durenca, d'où est sa grand-mère. Ouais, de Piotte, exactement, ça s'appelait. Piotte. Et ma grand-mère était originaire de là-bas, quoi. Donc, vraiment, c'est un hameau où il y avait peut-être 10 maisons, même pas. Et en fait, il était originaire de là-bas. Donc, je dis, bon, il y a peut-être des chances qu'en fait, on soit la même famille. Donc, on commence à discuter, tout ça. Et en fait, il se met à parler patois. Il parlait patois aveyronnais, quoi. Donc, on discute un long moment, quoi. Il nous explique un peu sa vie, tout ça. Et puis, il va chercher l'arbre généalogique. Et en fait, en comparant, moi, j'avais fait des recherches aussi avant de partir. Donc, j'avais remonté un petit peu l'arbre généalogique. Et en fait, on a couplé les deux arbres. Et en fait, c'était un petit cousin à ma grand-mère. Donc, trop heureuse de retrouver de la famille là-bas. Et improbable qu'on se dit, on est à l'autre bout du monde, Pigoué, on tombe sur lui complètement par hasard. Et en fait, c'est un petit cousin à ma grand-mère. Je sais pas, je crois qu'il avait 5 ans, quelque chose comme ça, quand il était parti là-bas. Alors, j'ai dit à ma grand-mère en rentrant, on l'a vite appelé d'ailleurs le soir en lui disant, j'ai retrouvé un petit cousin à toi. Mais elle avait pas le souvenir des noms et prénoms, en fait. Elle était petite aussi. Bon, elle était contente. Après, elle était beaucoup plus détachée de tout ça. Mais elle m'en avait toujours parlé. Et c'est vrai que quand on est rentré, on en avait parlé pendant un long moment. On était passé, on leur avait montré des photos. J'avais montré des photos du monsieur. On avait fait on avait fait pas mal de photos, tout ça. Et ouais, je pense qu'elle était contente de savoir ce qu'ils étaient devenus, quoi. Parce que je pense qu'elle était heureuse de savoir qu'ils étaient toujours là-bas, que ça avait bien marché et qu'on s'était retrouvés, quoi. Et pour moi, c'était déjà énorme, quoi. Je pense que c'était cette personne-là qu'on recherchait, en fait. Ouais, puis Marcelo, qui connaissait vraiment bien, il restait qu'un Boudou, quoi. De cette époque-là, quoi. Après, la jeunesse, même les enfants à Roberto, je pense qu'ils sont encore plus détachés que... Et pour eux, c'est trop bizarre que nous, jeunes, on aille là-bas. Ils se disent, alors que eux, c'est fini, quoi. Les Aveyronnais, ils les ont enterrés et c'est terminé, quoi. Ouais, je pense qu'ils sont plus... Ce qui était fort, c'était qu'on touchait les dernières générations et ça allait s'éteindre là. S'éteindre. C'était la fin des Aveyronnais là-bas. Malgré que je pense qu'il y a encore quelques jeunes qui vont peut-être tenir un peu le truc, mais ça faisait vraiment... On sentait que c'était la fin. Nous, je pense qu'on était heureux d'y aller parce que c'est des gens qui sont partis, donc on voulait les retrouver.
Mais eux, en fait, ils sont mariés en plus ou moins avec des Argentins ou des Argentines. Et du coup, ils perdent un peu cette identité de leurs ancêtres aveyronnais, quoi. Alors, ils le savent, mais c'est pas quelque chose qu'ils cherchent à maintenir, j'ai l'impression, quoi. Après, je pense que ça dépend aussi des familles. Je pense que les Aveyronnais, sans savoir exactement ce que c'est Pigoué, mais on en a tous entendu parler, quoi. De près ou de loin, mais il y a quand même... je trouve que ça représente un peu cette identité forte de l'Aveyron, qu'on est fiers de nos racines. Et nous, en tout cas, moi, j'étais très fière et très heureuse d'aller là-bas et de retrouver des racines là-bas, quoi. Et de savoir un peu pas d'où je venais, mais quel lien on pouvait avoir avec des ancêtres, entre guillemets, qui étaient partis un peu à l'aventure là-bas et qui s'en étaient sortis. On retrouve désormais Nathalie Auguy-Perrier. Elle a pris le relais de Jean-Raymond Palous à la présidence de l'association Rouergue Pigoué, à laquelle elle a donné un nouvel élan au début des années 2000. Alors, très, très heureuse idée que vous avez eue, Lola, que de m'inviter ici dans cet hôtel, qu'on oublie un petit peu parce qu'il est un peu dans une petite rue. On fait pas forcément attention à sa façade, à sa devanture. Mais si on lève la tête, on voit que sur le mur à l'entrée de l'hôtel, on a une jolie plaque commémorative qui rappelle que c'est ici, en 1884, que les Aveyronnais qui avaient décidé de tout quitter pour aller construire en Argentine une ville à part entière, se sont retrouvés ici, à l'hôtel Binet, pour s'enregistrer, pour s'engager et partir. Ils sont tous partis de là, en fait, pour rejoindre, via la gare de Rodez d'abord, le bateau Belgrano, qui est parti, lui, de Bordeaux ensuite. Donc, c'est très symbolique que d'être là aujourd'hui avec vous, parce que cet endroit était le point de départ de cette extraordinaire aventure qui est encore vivante aujourd'hui. Alors, ce qui est très, très drôle par rapport à cette histoire, c'est que même ceux qui croient ne rien savoir, au bout d'un moment, quand on commence à rentrer un petit peu sur les dates, qu'est-ce qui s'est passé, etc., c'est pas rare que dans une assemblée, et même chez des collégiens, on ait des réflexions, mais ah oui, mais mon grand-père, mais la mère de ma tante a dit que, en effet, à un moment, il y avait eu des cartes postales, des gens qui sont partis, on ressort une photo en noir et blanc, et finalement, on se dit que dans toutes les familles, quelqu'un connaît quelqu'un qui est parti, si soi-même on n'a pas un ancêtre, et on arrive à retrouver, même dans les classes de collégiens, des enfants qui repartent en disant à la maison, et puis ils reviennent une semaine après dans le cours en disant ah mais oui, mais maman m'a donné une vieille carte postale ou quelque chose qui traînait dans un carton oublié. Et cette histoire, elle parle en fait. Elle est très très vivante finalement. Et très en lien avec la quête de recherche d'identité aussi, d'où je viens, qui je suis. Et finalement, c'est l'histoire des familles. Donc, c'est extraordinaire, connaître la culture argentine, soit, mais aussi sa propre culture, d'où on vient, qui on est et pourquoi on est parti aussi. Aujourd'hui, quels sont les derniers projets là que vous avez portés avec l'association ? Alors, au niveau de l'association, donc on a eu, comme toutes les associations, un petit moment où on s'est endormi, donc à cause du Covid, de la Covid, qui a perturbé un petit peu le fonctionnement. Mais pour autant, ça a été salutaire pour notre association, puisque ça a permis, alors déjà, de voir l'aboutissement de nombreuses recherches généalogiques, parce que chacun chez soi, avec son ordinateur, a pu travailler à remonter des arbres généalogiques. Et ça a surtout permis pour nous, et c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis de nombreuses années, de voir la naissance de notre bande dessinée qui se nomme L'Aventure Pigoué, réalisée par Jean-Christophe Vergne, qui, comme tous les Français, était coincé chez lui plutôt derrière son bureau, du coup, et il a pu œuvrer, il a travaillé 2 ans à cet album qui est aujourd'hui connaît un bon succès, qui est reconnu comme une œuvre historique, puisque lui a construit cette bande dessinée à partir du manuscrit de François Issali, donc l'un des cofondateurs de Pigoué. Et il s'est inspiré donc de la première partie du manuscrit,
et surtout sur comment les Aveyronnais ont été recrutés et jusqu'au moment du départ et à l'installation à Pigoué. Donc vraiment, c'est tous les premiers moments, le balbutiement de la fondation de Pigoué, le voyage en bateau qui a pas été, qu'on oublie aussi parfois, parce qu'on est concentré sur la ville aujourd'hui, mais ce voyage en bateau qui a été très difficile pour nos Aveyronnais. Donc voilà, donc là, c'est une grande fierté pour nous tous, puisque nous avons aujourd'hui cet album en vente donc un peu partout dans le département, et qui a déjà connu une vente à 1000 exemplaires. On a réédité parce que il y avait encore de la demande et que c'est bien d'avoir ce document-là. On n'avait pas de bande dessinée. Donc pourquoi une bande dessinée? Aussi pour s'adresser aux plus jeunes. Parce que l'idée aussi de notre association, c'est de transmettre et que ça reste dans les mémoires. Donc la bande dessinée peut ouvrir aussi à un public d'adolescents, même d'enfants plus jeunes encore. À partir de 8 ans, je pense qu'on peut complètement s'attaquer à cette bande dessinée, 7-8 ans, et de rentrer dans cette aventure par le dessin, par l'image, surtout que le fil conducteur, un peu le fil rouge de la BD, ce sont des enfants. Donc du coup, notre idée aussi, qui était de s'adresser aux jeunes pour qu'ils se rendent compte de ce qu'avaient fait précédemment leurs ancêtres, créer une ville au fin fond de la Pampa argentine. Et est-ce que cette histoire, elle est aussi vivante côté argentin? Quels sont vos relais à Pigoué? Oui, alors ce qui est magique aussi, c'est que la facilité et la force de notre association, c'est que nos Aveyronnais sont partis sur un lieu unique à Pigoué et ils ont fondé une colonie aveyronnaise au départ qui s'est bien sûr étendue avec l'arrivée d'Espagnols, d'Allemands, d'Italiens, donc avec d'autres Européens qui ont rejoint ensuite la colonie. Donc nous, la facilité pour nous, c'est qu'on a vraiment un point très repérable avec des données, des archives, un petit musée, une mairie qui a des actes, etc. Donc c'est vrai que pour nous, c'est quand même assez facile de travailler. Et autre facilité, on a une association donc cousine de la nôtre qui s'appelle Intercambio, qui fait la même chose de son côté en fait. Donc du coup, on a des liens de réciprocité quand on a des recherches par exemple à faire. Je pense qu'Eliane s'adresse aussi à l'association là-bas. D'ailleurs, il y avait un projet au niveau de la mairie qui était de travailler avec les archives départementales ici de l'Aveyron, qui d'ailleurs était en ligne à Pigoué. Il y avait la possibilité de Pigoué de consulter les archives départementales aveyronnaise, donc c'était quand même très intéressant pour tout le monde. Et eux, leur idée serait aussi de pouvoir mettre leurs propres archives en ligne, ce qu'ils n'ont pas fait encore, donc de numériser, de passer au digital, etc. Donc ils aimeraient bien travailler aussi pour que nous, on ait un accès aussi à leurs archives en ligne. Donc cette association très vivante fait comme nous en fait. Donc elle répond aux attentes des uns des autres, à l'accueil d'Aveyronnais. Vous partez à Pigoué, c'est formidable. Au bout de 2 jours, on sait qu'il y a des Aveyronnais dans la ville et on vient vous rencontrer. Donc, et entendre parler français, on se dit, mais vous êtes Aveyronnais d'entrée, quoi, en fait. Donc c'est très vivant aussi là-bas. C'est ça qui est intéressant. Donc 2024, 140e anniversaire du départ. Qu'est-ce que ça augure? Une grande fête, j'espère. Donc oui, bien sûr, 140 ans, ça fait déjà très loin, en fait. Beaucoup d'années passées depuis la fondation de Pigoué par nos vaillants Aveyronnais. Donc, je crois qu'il serait bon de célébrer ce 140e anniversaire. Il y a eu une grande fête pour les 100 ans de la fondation de Pigoué. Une fête pour les 120 ans de la fondation de Pigoué avec le mois de l'Argentine à Rodez. Nous pourrions peut-être imaginer un mois de l'Argentine en Aveyron pour fêter ces 140 ans. Parce que ce n'est pas rien. Une ville qui a 140 ans est fondée par des Aveyronnais. Merci beaucoup, Nathalie. Merci Lola. Merci beaucoup d'avoir invité notre petite association à votre micro. C'est la fin du 3e et dernier épisode de cette série de Finta consacrée à l'histoire de Pigoué. Si vous avez manqué les premiers épisodes de la série, vous pouvez les retrouver à tout moment sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur fintapodcast.fr. Je voudrais remercier chaleureusement l'accordéoniste Sylvie Pulès qui m'a gracieusement autorisée à utiliser des extraits de son tango argentin dans ces épisodes de Finta, ainsi que tous les invités qui ont prêté leur voix à la réalisation de cette série documentaire. Si vous appréciez Finta, parlez-en autour de vous, partagez ces épisodes, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. Finta est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast et de musique, ainsi que sur fintapodcast.fr.
Vous pourrez aussi y retrouver toutes les ressources bibliographiques qui m'ont aidé à construire cette série. Pour suivre Finta au quotidien, rejoignez-nous aussi sur Facebook ou Instagram. À très bientôt.